Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire de l'actualité ce mardi, une nouvelle manifestation des opposants au compteur Linky, alors que l'Agence pour la sécurité sanitaire a déclaré que le compteur était sans danger. Un an après leur arrivée dans notre pays, nous sommes retournés voir la famille Al-Kayat, des chrétiens d'Irak. Alors comment se passe leur vie en France? Eh bien, réponse dans ce journal. Et on poursuit notre série autour de Noël, direction Pleukaduk et sa collection de crèches. Et dans ce journal, on retrouve aussi Benoît Suohan. Bonjour Benoît. Bonjour Julie. On va parler foot avec vous aujourd'hui. Oui, en effet, et d'en avant de Guingamp qui va ouvrir son capital à ses actionnaires, à ses supporters. Eh bien, on va découvrir ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du 20 décembre 2016. Le compteur communicant Linky n'est pas dangereux, c'est en tout cas ce qu'affirme l'ANSES dans un rapport rendu la semaine dernière. Ce lundi à Plougarneau, une cinquantaine d'opposants à Linky se sont rassemblés devant la mairie. Ils sont venus soutenir l'édile qui refuse la pose de ces appareils dans les bâtiments communaux. Frédéric Lorenzon. Il résiste, malgré la publication d'une étude rassurante de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les militants anti-Linky n'en démordent pas. Pour ses opposants, le nouveau compteur communicant en cours d'installation partout en France par Enedis, ex-ERDF, est dangereux pour la santé. Il parle du CPL, par exemple, du courant porteur en ligne, mais il n'étudie pas en continu parce que le CPL va être en continu 24h24 dans les fils électriques non blindés des maisons. Et ils n'ont pas fait d'études dans les maisons. On demande l'arrêt de l'installation des compteurs communicants parce qu'on a plein de témoignages de personnes qui nous disent qu'ils ont leur appareil électrique qui tombe en panne, qui brûle, les compteurs qui prennent feu. Le collectif Stop Linky Finistère était à Plougarneau ce lundi pour soutenir le maire. En effet, avec Castres, Plougarneau est l'une des seules communes du Finistère à refuser l'installation du compteur Linky dans les bâtiments publics. Une position qui vaut au maire d'être poursuivi par Enedis devant le tribunal administratif. Nous n'avons pas conditionné donc le moratoire aux conclusions de l'étude. Peut-être que dans certaines communes, des choses se sont exprimées de la sorte. Dès le départ, nous avons considéré que l'étude de l'ANSES méritait d'être la plus ouverte possible. Il s'agit donc d'un premier avis, a priori, qui nécessite des études complémentaires. Désormais, les anti-Linky suivent de près les résultats des procédures de justice partout en France. À Grenoble, le tribunal d'instance a ordonné le démontage d'un compteur communicant et l'interdiction d'installer Linky chez une personne électrosensible. Il y a un an, nous avions rencontré la famille Al-Kayat qui avait fui l'Irak. Accueillis à Châteauneuf-du-Fou, Karl Tahani et leurs enfants ont retrouvé leurs proches réfugiés en France depuis le début de la semaine. Des retrouvailles pleines d'espoir en cette période de Noël pour ces chrétiens d'Orient. Camille Pochet. La famille Al-Kayat est arrivée d'Irak en août 2015 à Châteauneuf-du-Fou. Depuis que nous avons rencontré ces chrétiens, chassés de leur pays par Daesh, leur vie a bien changé. Il a changé beaucoup pour l'année dernière, pour maintenant la petit bébé, la maison grande, la mari travail. Moi, parler un petit peu français. Les enfants Christophe allaient tous les jours à l'école. Leur dernier fils est né à Châteauneuf-du-Fou. Ils l'ont appelé Erwan, en signe d'amitié à l'homme qui les hébergeait quand ils sont arrivés dans la commune. Karl, ancien commerçant en Irak, travaille désormais à l'entretien du canal de Nantes à Brest 3 jours par semaine. Ce week-end, la réunion de famille prend une saveur toute particulière. Le frère de Karl et sa belle-sœur viennent tout juste d'arriver en France. Là-bas, en Irak, à Karakoche, les chrétiens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Pour nous, c'est impossible d'y retourner. Les maisons et les églises sont pillées, brûlées. Ici, on retrouve enfin le calme et la tranquillité. Faïs et Nala logent désormais à Douarnenez, aidés eux aussi par une association chrétienne. Nala attendait de revoir sa belle-sœur et son beau-frère avec impatience. Quand j'étais en Irak, je leur téléphonais 2 heures, 3 heures, voire 4 heures par jour. Les 4 enfants de Faïs et Nala jouent loin des persécutions. Ils iront bientôt à l'école. Et en attendant, pour Noël, la grande famille est réunie. Et on retrouve maintenant Benoît Suohan qui va nous parler de l'En Avant Guingamp.
Oui, en effet. Alors Benoît, l'En Avant Guingamp va ouvrir son capital à ses supporters. Il paraît même que c'est une première en France. Oui, en effet, c'est une première, mais ce n'est pas une invention d'En Avant. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps en Espagne, notamment à Real Madrid et au FC Barcelone. Et tous les clubs français y pensent depuis 2-3 ans, mais En Avant va être le premier à se lancer. Et concrètement, comment ça va se traduire alors ? Eh bien, le club va créer une association qu'il va baptiser Calonne, ce qui veut dire cœur en breton, dans la mesure où l'association aura en effet une vocation caritative. N'importe qui pourra y adhérer moyennant un minimum de 40 €. Et Bertrand Desplat, le président d'En Avant, table au minimum sur 7000 adhérents dans un premier temps. Et alors, est-ce que ces supporters pourront élire le président comme en Espagne, ces nouveaux actionnaires ? Non, pas directement. L'association Calonne sera simplement un 142e actionnaire au sein du club et pourra voter donc au prorata de sa collecte de fonds. Alors, parallèlement à cette évolution juridique, le club guingampais va aussi moderniser son stade. Oui, d'ici 2018, on va donc fermer le stade. On va construire de nouvelles places, de nouvelles loges VIP et on va également agrandir le restaurant. Alors l'ensemble de ces annonces dessine très clairement la stratégie du club. D'une part, cajoler les supporters populaires qui sont l'âme du club, et d'autre part, cajoler peut-être plus encore une clientèle plus aisée, avec bien sûr pour objectif de pérenniser le club. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour toutes ces explications. À bientôt sur notre antenne. Et on poursuit notre série sur les fêtes de fin d'année. Après vous avoir présenté ce lundi un mets original et local des escargots d'Ille-et-Vilaine, on part dans le Morbihan à la rencontre d'une tradition de Noël. Ce sont les crèches. La ville a créé depuis 16 ans une multitude de crèches. Visite guidée avec Clara Gestin. Que ce soit en tricot, en revue plissée ou encore en coquille d'œuf, à chacun sa manière de revisiter la traditionnelle crèche de Noël. Pour cette 18e édition, les habitants de Plocadoc s'activent une nouvelle fois pour faire du village un véritable musée. Il n'y a pas d'association, il y a une équipe d'une quinzaine de bénévoles. On se retrouve 3 ou 4 fois et après la population est invitée donc à faire une crèche ou à remettre la crèche qu'elle a déjà réalisée pour certains tableaux qui demandent plusieurs années de travail. Et donc comment elles ont au fur et à mesure, la quantité de crèches s'enrichit aussi. Et donc ce comité-là met en place, prend des décisions et donc il y a le plaisir de créer, il y a l'échange, la rencontre, les discussions, ce qui compte beaucoup dans ce temps de Noël. Environ 200 crèches sont réparties dans la commune et les alentours. Le défi, trouver chaque année de nouvelles idées. Tous les ans, voilà, on fait des nouvelles. Donc du coup, voilà, faut trouver, rebondir pour essayer de trouver des nouvelles idées. Alors moi, j'aime bien utiliser des matériaux recyclables, en fait. Voilà, l'année d'après, j'ai fait avec des canettes. Enfin, voilà, des années, je fais avec des légumes, avec voilà, utiliser des matériaux qui ont déjà servi et qui pourront peut-être servir après. Cette année, 1 millier de marcheurs a participé à l'habituelle randonnée du premier dimanche d'exposition. Pour découvrir les crèches, rendez-vous jusqu'au 8 janvier 2017. Le miel de Vannes et des vagues à Saint-Malo. Voici entre autres le programme du Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. À Vannes, on a fait la queue ce mardi matin, mais alors pas pour le dernier téléphone, pas pour une bise au Père Noël, mais pour le miel de la ville. Gros succès des abeilles. Avis aux amateurs, l'américaine Luna Park a pris ses quartiers à Brest. Alors c'est sans doute ce qui se rapproche le plus de ce que vivent actuellement les skippers du Vendée Globe. À Lannion, des opposants à l'extraction de sable ont manifesté au rayon fruits et légumes du centre Leclerc. Alors on vous en aurait bien dit plus, mais on n'a pas tout compris à leur intervention. Et on termine avec ces images magnifiques des grandes marées de la fin de la semaine dernière à Saint-Malo. Elles sont signées Easy Ride Vidéo. Merci à eux. De voix
voile, à présent, on prend des nouvelles des skippers du Vendée Globe. Thomas Ruyant a été contraint d'abandonner ce lundi. Son bateau a percuté un OVNI, un objet flottant non identifié. 6e abandon depuis le début de la course dû à ces objets. Alors pas de souci en revanche pour la tête de la course. Armel Lecléache ouvre toujours la marche suivie par Alex Thompson. Et voilà un autre skipper qui trace aussi sa route. C'est Thomas Coville, embarqué en solitaire pour un record de tour du monde. Il a franchi l'équateur avec 6 jours d'avance et doit arriver à Brest entre le 26 et le 28 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui sont derrière cet écran de nous suivre chaque jour. On se retrouve évidemment à 19h30 demain pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée sur TVO et TV Sud.